En 1933, Hitler fut appelé à la tête du gouvernement allemand. Bien que chancelier, il n'en avait pas encore le contrôle absolu. Au début, il partagea le pouvoir avec le président Paul von Hindenburg et d'autres personnalités clés de l'État et de l'armée. Mais cela ne dura pas longtemps. Dès son arrivée au pouvoir, il commença à tout faire pencher en sa faveur. L'incendie du Reichstag en février de la même année lui fournit l'excuse idéale pour exiger des mesures urgentes. Il imposa alors des lois abrogeant des libertés fondamentales telles que le droit de réunion, la liberté d'expression et la vie privée. La peur du communisme fut l'arme qu'il utilisa pour convaincre des millions de personnes d'accepter ces coupes budgétaires sans protester. Quelques semaines plus tard, il obtint du Parlement l'adoption d'une loi spéciale donnant à son cabinet le pouvoir de légiférer sans consultation. Cette loi fut connue sous le nom de « loi d'habilitation ». Grâce à cela, il n'eut plus besoin de passer par le Reichstag ni de demander l'autorisation du président. Ce fut le début d'un pouvoir sans contrôle. En 1933 et 1934, il élimina tous ses rivaux. En juillet, tous les partis furent interdits. Seul le sien subsista, le Parti national-socialiste. Les élections qui suivirent furent une formalité. Les candidats étaient désignés et personne ne pouvait voter contre. La vie politique se réduisit à répéter les paroles du parti. Mais Hitler n'avait pas encore tout. Hindenburg resta chef de l'État, respecté parmi les militaires et la vieille élite conservatrice. À sa mort en août 1934, Hitler cumule les deux plus hautes fonctions du pays. Dès lors, il fut simultanément chef du gouvernement et chef de l'État. Il se fit appeler Führer. Ce mot n'était pas un titre officiel, il signifiait « chef suprême, sans limite ». Cette combinaison de fonctions lui conférait le commandement total de l'armée. Tous les soldats devaient prêter serment de loyauté non pas à l'Allemagne, mais à lui en tant que personne. C'était une étape clé. Désormais, tout ordre donné par Hitler avait force de loi. Il n'avait plus de compte à rendre à personne. Le Parlement devint un décor. Il ne pouvait plus que prononcer des discours ou signer ce qu'il avait déjà décidé. La Constitution resta écrite sur le papier, mais en pratique, elle n'était plus appliquée. Tout était régi par des ordres, des décrets et des décisions émanant du cercle intime du Führer. Juges, policiers, fonctionnaires, chacun savait que seule la sienne comptait. Les institutions commencèrent à fonctionner selon ses souhaits. Il n'avait pas besoin de donner d'instructions formelles, il suffisait que ses volontés soient connues. Le Parti national-socialiste ne se comportait pas non plus comme les partis ordinaires. C'était un réseau qui infiltrait tous les recoins de la société. Des écoles aux usines, des journaux aux clubs, tout était surveillé par ses membres. Le message était clair. Il n'y avait pas de place pour ses propres opinions. Hitler utilisait l'ambiguïté comme méthode. Il n'exprimait souvent pas directement ses désirs, mais ses subordonnés savaient les interpréter. Cette façon de diriger générait une compétition constante pour deviner les désirs du Führer et les mettre en œuvre avant les autres. Ce style de commandement n'était régi par aucune règle. Il ne reposait sur aucune loi ni aucun règlement fixe. C'était une structure où la seule stabilité résidait dans Hitler à sa tête. Tout le reste pouvait changer du jour au lendemain. Dans les premières années, de nombreux Allemands acceptèrent le nouveau régime sans réserve. Certains le considéraient comme un ordre nécessaire après le chaos de la précédente République. D'autres avaient simplement peur. La Gestapo, la police secrète de l'État, opérait sans règles claires. Elle pouvait arrêter, interroger ou faire disparaître n'importe qui sans explication. Personne ne se sentait en sécurité. Les prisons classiques ne suffisèrent plus. Des camps de détention spéciaux commencèrent à être utilisés pour héberger ceux qui n'étaient pas à leur place. Communistes, socialistes, juifs, opposants, critiques, suspects. Une seule dénonciation, souvent anonyme, suffisait à faire disparaître quelqu'un pendant des mois. La punition n'exigeait pas de procès, rien n'avait besoin d'être prouvé. Seule comptait la peur. La structure de commandement était conçue pour que tout tourne autour du Führer. Personne ne pouvait prendre de décisions importantes sans d'abord réfléchir à ce qu'il en penserait. Parfois, plusieurs dirigeants de partis ou de gouvernements agissaient de la même manière sans se coordonner, juste pour s'assurer de ne pas être laissés pour compte. C'était une course pour plaire. La propagande contribua à renforcer cette image de pouvoir. Total, affiches,
Films, discours, défilés, tout présentait Hitler comme un sauveur. Il n'était pas présenté comme un homme politique, mais comme un élu du destin. Ce personnage presque magique servait à justifier n'importe quelle décision, aussi dure soit-elle. Même ceux qui n'étaient pas d'accord s'avèrent qu'ils devaient se taire, non seulement par peur de la police, mais aussi parce que tout le monde autour d'eux répétait la même chose. À l'école, au travail, à la radio, dans la presse, le message était le même. Quiconque doutait était considéré comme un traître. La pression venait de toutes parts. Le culte d'Hitler ne venait pas seulement d'en haut. Beaucoup y croyaient sincèrement. Dans ses discours, il parlait de fierté, d'unité, de force. Il employait des mots simples et directs. Il promettait travail, ordre et grandeur. Dans un pays ravagé par la guerre, la crise et l'humiliation du passé, ses promesses touchèrent le fond. Le serment au Führer était l'un des symboles les plus forts de ce règne. Ce n'était pas une simple formalité militaire. Il montrait que le centre du pouvoir n'était plus la nation, ni la constitution, ni le peuple. C'était lui. Dès lors, chaque ordre s'accompagnait de cette obéissance directe, personnelle et sans filtre. Les lois étaient adaptées à sa volonté. Si une chose n'était pas autorisée, il lui suffisait de la modifier. Si quelqu'un ne s'y conformait pas, il était destitué. Si une décision était difficile, elle était reportée jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Son silence était aussi une façon de diriger. Parfois, il laissait les autres agir, puis il choisissait qui punir et qui récompenser. Les postes gouvernementaux étaient répartis de manière confuse. Plusieurs personnes pouvaient occuper des fonctions similaires. Cela générait des conflits internes que lui seul pouvait résoudre. Il gardait ainsi le contrôle sans avoir à intervenir constamment. Le chaos sous son pouvoir lui donnait plus de force. L'image internationale de l'Allemagne commença également à changer. Certains dirigeants étrangers ne comprenaient pas pleinement le fonctionnement de ce régime. Ils voyaient bien qu'il y avait des ministres, des lois, des élections, mais ils n'en voyaient pas l'enjeu. Ce n'était pas un système d'institution, c'était un système d'obéissance. En 1939, au début de la guerre, tout était en place. Hitler n'avait pas de rivaux. Il n'avait aucune limite formelle, il n'avait aucun contrôle extérieur. Chaque élément de l'État lui obéissait. L'administration, la justice, l'armée, la police, l'économie, les médias, l'éducation, la culture, tout tournait autour de lui. C'était le trône royal du Troisième Reich, non pas fait d'or, mais de peur, de propagande et d'obéissance. De là, Hitler pouvait déplacer des millions sans demander la permission. Et de là, il déclencha la plus grande destruction que l'Europe ait jamais connue. L'illusion d'un dieu invincible, comment Goebbels a fabriqué le mythe d'Hitler en 1939. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, Hitler n'était plus seulement un homme politique en Allemagne. Pour des millions de personnes, il était bien plus que cela. Ils ne le suivaient pas par commodité, ils l'adoraient. Cette image ne s'est pas imposée d'elle-même. Elle a été construite avec précision par Joseph Goebbels, le chef de la propagande du régime. Il comprenait que pour régner avec un pouvoir absolu, il ne suffisait pas d'éliminer les ennemis. Il fallait gagner les esprits. Goebbels utilisait tous les moyens possibles. Presse, cinéma, radio, affiches, livres, chansons, pièces de théâtre, tout véhiculait un seul message. Le Führer était sage, juste, fort et avait toujours raison. Chaque victoire, chaque discours, chaque décision était présentée comme une preuve supplémentaire de sa grandeur. À la radio, Hitler était entendu avec une clarté qui atteignait les quatre coins du pays. Des millions de foyers étaient allumés lorsqu'il parlait. Son ton, son rythme, ses pauses, tout était réfléchi. Il ne s'agissait pas seulement d'informer, il s'agissait d'émouvoir, de faire en sorte que chaque mot soit perçu comme une vérité absolue. Les films ne montraient pas un dirigeant ordinaire. Ils se concentrèrent sur lui comme s'il était une figure quasi sacrée. Les caméras le suivaient d'en bas, l'isolaient au milieu de la foule et le présentaient comme un guide parmi le peuple. Les documentaires de Leni Riefenstahl transformèrent ces actions en scènes quasi cérémonielles. Les marches et les défilés étaient une autre façon de renforcer ce mythe. Ce n'étaient pas des actes politiques, c'étaient des spectacles de foi. Colonnes de soldats, hymnes, drapeaux, lumières, feux. Tout était conçu pour que quiconque les regardait ne puisse douter. Le peuple ne voyait pas seulement la force militaire, il voyait l'unité, la puissance, le destin.
Chaque anniversaire, chaque date importante était l'occasion de répéter le message. Son arrivée au pouvoir, son anniversaire, les élections passées, tout était commémoré comme un parcours glorieux. Un sentiment de continuité était créé, celui d'une mission accomplie étape par étape. Goebbels savait que le message devait être inculqué aux enfants. À l'école, les livres parlaient d'Hitler comme d'un exemple. On lisait sur sa jeunesse, ses combats, ses idées. Non pas comme des leçons d'histoire, mais comme des leçons de vie. Les professeurs répétèrent ses phrases et les élèves les mémorisaient. Les enfants chantaient des chansons portant son nom. Les jeunesses hitlériennes n'étaient pas seulement des groupes sportifs. Elles étaient que des instruments de formation idéologique. Elles enseignaient qu'obéir au Führer était comme obéir à un père, voire plus. Que douter de lui revenait à trahir sa patrie. Dans les villages, la figure d'Hitler était omniprésente. Portraits dans les bureaux, bustes sur les places, saluts obligatoires, discours lus à voix haute, tout tournait autour de lui. Il ne s'agissait pas de le connaître, mais de croire en lui, de sentir qu'il était le seul à pouvoir diriger le pays. Les informations ne faisaient état ni d'erreur ni d'échec. Si quelque chose tournait mal, on l'attribuait à des ennemis intérieurs, à des saboteurs ou à des puissances étrangères. Si quelque chose se passait bien, c'était parce qu'il l'avait prévu. Le mythe était renforcé à chaque reportage, à chaque image, à chaque numéro. Même les décisions les plus dures étaient justifiées par son image. Si des milliers de personnes furent arrêtées sans procès, c'était pour protéger son œuvre. Si un autre pays était envahi, c'était parce qu'il recherchait la paix. Si des journaux étaient fermés, c'était parce qu'il l'attaquait injustement. La logique était inversée, lui venait en premier, puis les faits. En 1939, Goebbels avait atteint son objectif. La majorité ne voyait pas Hitler comme un simple dirigeant. Il le voyait comme un envoyé de l'histoire, non pas comme un simple dirigeant parmi d'autres, mais comme le seul possible, comme un destin inévitable. À l'approche de la guerre, Goebbels non seulement intensifia sa propagande, il l'adapta. Il ne suffisait plus de présenter Hitler comme un génie politique. Il devait désormais être aussi un chef militaire, quelqu'un qui comprenait la guerre mieux que ses généraux. Les images changèrent. Ce n'étaient plus seulement des discours et des foules. Il apparaissait désormais avec des cartes, entouré d'hommes en uniforme, décidant de l'avenir du continent. Les journaux écrivaient que ses ordres avaient été décisifs dans des manœuvres complexes, qu'il avait anticipé les mouvements ennemis, que ses décisions avaient sauvé des milliers de vies, même si aucune preuve n'était fournie, personne ne demandait d'explication. Sa parole était suffisante. Il est devenu un symbole de victoire avant même d'avoir gagné. Lorsque les troupes franchirent la frontière polonaise, les actualités cinématographiques présentèrent ce moment comme celui qu'il attendait depuis des années. Des fragments de vieux discours furent utilisés où il évoquait les traités injustes, les souffrances allemandes et le droit de reconquérir des territoires. Cela créa l'image d'un plan long, cohérent et inévitable. La propagande répétait qu'Hitler ne voulait pas la guerre, qu'il avait été contraint par d'autres, que son seul but était de protéger le peuple. Cette image d'un dirigeant réservé, agissant uniquement par devoir, renforçait son aura. Il n'était pas ambitieux, il était responsable. Il n'était pas agressif, il était juste. Goebbels avait méticuleusement soigné chaque détail. Si Hitler saluait une mère, cette image traversait le pays. S'il marchait parmi les soldats blessés, elle faisait la une des journaux. S'il parlait aux enfants, elle devenait une affiche. Chaque photo était un élément supplémentaire du portrait. Une figure proche mais intouchable, humble mais puissante. Les documentaires dépeignaient la guerre sur une musique héroïque. Les bombes n'étaient que du feu. Les villes rasées étaient un des prix de la paix future. Et au centre, toujours lui, observant, commandant, guidant. Même loin du front, les images l'y plaçaient, comme s'il n'y avait pas de bataille sans son regard. Des livres furent publiés avec ses citations marquantes, des recueils de discours, des albums photos. Tout était conçu pour que le citoyen ordinaire puisse avoir un fragment du Führer chez lui. C'était une façon de l'avoir près de lui, d'avoir l'impression qu'il leur parlait, qu'il était à la cuisine, à l'atelier, à l'école. Même les silences étaient calculés. Lorsqu'il n'apparaissait pas pendant des jours, on disait qu'il réfléchissait, qu'il préparait quelque chose de grand. L'attente devint partie intégrante du mythe.
comme si sa simple absence générait mystère, attente, foi. Le vide fut exploité comme un autre procédé narratif. Le culte de sa personnalité n'était pas seulement une stratégie extérieure. Au sein du parti, de l'armée, même au sein du cercle le plus proche, une obéissance totale était attendue. On n'en parlait pas. On ne la proposait pas. On l'obéissait. Quiconque doutait était exclu. Quiconque osait proposer une idée différente était considéré comme un traître. Goebbels éliminait toute voix susceptible de ternir son image. Magazines étrangers, radios critiques, commentaires de voyageurs, tout était surveillé. Si quelque chose pouvait semer le doute, on le étouffait. Si on ne pouvait le taire, on le niait. Si on ne pouvait le nier, on le déformait. La vérité importait peu, seul le portrait comptait, et ce portrait fonctionnait. Pour des millions de personnes, Hitler était infaillible. Si quelque chose tournait mal, c'était la faute de quelqu'un d'autre. Si un plan échouait, quelqu'un l'avait saboté. Si une promesse n'était pas tenue, c'était parce que l'ennemi l'en avait empêché. Ce n'était jamais sa faute. Il n'y avait jamais eu d'erreur de jugement. Ce mythe, fabriqué quotidiennement avec toutes les ressources de l'État, n'était pas qu'une façade. C'était un bouclier, une arme, un outil de contrôle. Car tant que les gens croyaient qu'ils ne pouvaient pas se tromper, ils ne pouvaient pas non plus s'opposer à lui. Comment résister à quelqu'un de parfait? Ainsi, en 1939, alors que l'Europe se préparait au désastre, des millions de personnes en Allemagne non seulement acceptèrent Hitler, mais le vénérèrent. Et tout cela, étape par étape, avait été construit par Joseph Goebbels. La machine de guerre du Führer, armée de terre, armement et aviation. En 1939, l'armée allemande avait déjà dépassé les limites imposées après la Première Guerre mondiale. Dès 1933, Hitler avait secrètement renforcé ses forces. En 1935, cette expansion fut rendue publique et le recrutement obligatoire devint réalité. L'objectif était clair: disposer d'une force militaire capable d'exécuter ses plans de conquête. L'armée de terre, connue sous le nom de Heer, constituait l'épine dorsale de la puissance militaire nazie. Pour la campagne de Pologne, l'Allemagne parvint à mobiliser environ 3 millions d'hommes. Cette force était organisée en une centaine de divisions, chacune dotée d'un objectif précis et d'un équipement distinct. Les divisions d'infanterie étaient majoritaires. Leurs soldats étaient équipés de fusils Kar 98 et K, de mitrailleuses MG-34 et de canons d'appui léger. Ces unités se déplaçaient à pied ou par des moyens de transport limités et constituaient le noyau de l'avancée terrestre. Viennent ensuite les divisions blindées. Elles étaient entre 6 et 10 prêtes au début du conflit. Elles comprenaient des chars Panzer I et Panzer II, ainsi que des Panzer III et Panzer IV. Bien que le nombre de véhicules fût limité, leur utilisation leur conférait un avantage considérable. Des divisions motorisées complétaient la structure offensive. Elles se déplaçaient à l'aide de camions et de motos, accompagnées de pièces d'artillerie mobiles. Leur fonction était de suivre le rythme des chars et de renforcer rapidement les positions conquises. L'ensemble du dispositif terrestre allemand reposait sur la vitesse, la précision et la capacité de surprise. Il ne s'agissait pas de disposer du plus grand nombre de troupes, mais plutôt de les utiliser avec intelligence, coordination et agressivité. À tous les niveaux, la discipline et l'entraînement visaient un seul objectif: percer les défenses ennemies avant qu'elles ne puissent réagir. Mais la puissance du Troisième Reich ne se limitait pas à ce qui se déplaçait au sol. Dans les airs, la situation était tout aussi alarmante. L'armée de l'air allemande, appelée Luftwaffe, était l'une des plus avancées au monde à l'époque. Son développement avait été rapide et méticuleux. L'un de ses piliers était le chasseur Messerschmitt Bf 109. Agile, rapide et bien armés, ces avions dominèrent le ciel dès le début. À chaque engagement, ils assuraient la couverture des troupes au sol et éliminaient toute résistance aérienne potentielle. Ils disposaient également des bombardiers en piqué Junkers Ju-87, plus connus sous le nom de Stukas. Ces appareils piquaient droit sur leur cible, larguèrent leur charge, puis remontaient dans un hurlement à glacer le sang. Le bruit de leur chute devint un signe de terreur pour les civils comme pour les soldats. Dans la catégorie des bombardiers moyens, le Heinkel E-111 et le Dornier-Do 17 se distinguèrent. Ces deux modèles étaient capables de parcourir de longues distances et de lancer des attaques précises contre des infrastructures clés.
Leur rôle était d'affaiblir l'ennemi avant d'avancer au sol, ou de perturber ses lignes de ravitaillement. La Luftwaffe n'était pas un simple complément. Elle était un élément central de la stratégie nazie. Leurs actions étaient coordonnées avec celles des divisions terrestres et leur objectif était le même: désorganiser, intimider et vaincre avant que l'ennemi n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Depuis les centres de commandement, la synchronisation entre forces aériennes et terrestres devint un outil redoutable. Lorsque des avions bombardaient une position, les troupes étaient déjà en route. Lorsqu'un pont était détruit du ciel, les véhicules motorisés changèrent de cap et continuaient leur progression sans interruption. Ce niveau de coordination n'était pas une coïncidence. Des années de travail avaient été menées, avec des entraînements conjoints et des exercices de manœuvre simulant des scénarios de guerre réels. Hitler ne voulait pas seulement une grande armée. Il voulait une machine fonctionnant comme une seule unité, chaque partie anticipant la suivante. Le résultat fut un appareil militaire alliant discipline, technologie et brutalité. En 1939, cette machine était prête. Elle n'était pas parfaite, mais elle suffisait à écraser ses voisins en quelques semaines. Chaque char, chaque avion, chaque soldat avait un rôle à jouer. Et tous obéissaient à la même voix, celle du Führer. La création de cette force n'était ni un accident, ni un effort improvisé. Depuis son arrivée au pouvoir, Hitler avait fait de la reconstruction des capacités militaires de l'Allemagne une priorité. Le traité de Versailles avait démantelé son ancienne armée, mais sous sa direction, toutes les restrictions furent ignorées. À partir de 1935, avec l'instauration du service obligatoire, des centaines de milliers de jeunes hommes commencèrent à recevoir une formation militaire. Les académies, les camps d'entraînement et les manuels furent remaniés pour s'adapter aux idées du régime. On ne leur enseignait pas seulement à tirer, on les entraînait à obéir, à attaquer, à ne jamais hésiter. Sur le terrain, l'investissement en armement était constant. Les usines allemandes produisaient sans cesse des fusils, des munitions, des pièces d'artillerie et des chars. Chaque modèle était évalué, amélioré et, si nécessaire, remplacé par un modèle plus performant. L'objectif n'était pas une guerre longue. On se préparait à des attaques courtes, dévastatrices et décisives. Le même principe s'appliquait dans les airs. Les ingénieurs allemands développaient de nouveaux modèles tandis que d'autres étaient testés au combat. La vitesse, la capacité de charge et l'endurance étaient des éléments clés. Les pilotes étaient entraînés aux manœuvres agressives, aux attaques surprises et à la coordination avec les commandants au sol. Toute cette machine de guerre était sous le contrôle absolu d'Hitler. Il n'y avait aucune autonomie au sein des forces armées. Chaque mouvement, chaque plan, chaque objectif stratégique répondait à ses décisions. Les généraux exécutèrent les ordres. Les unités accomplissaient leur mission sans poser de questions. La communication entre les unités terrestres et aériennes était un autre point fort. Des équipements radio, des cartes détaillées et des codes partagés permettaient de lancer des attaques conjointes. Si une ville devait être prise, elle était d'abord frappée depuis les airs, puis les chars intervenaient, et enfin les soldats arrivaient pour sécuriser le terrain. Dans ce système, aucune erreur n'était permise. La rapidité primait sur la force brute. Les commandants locaux n'étaient censés improviser que si le résultat était le même, avancer. La retraite n'était pas envisageable, la retraite non plus. La seule direction valable était l'avant. La préparation mentale du soldat faisait également partie du plan. Dès son entrée, chaque recrue était soumise à un mélange d'endoctrinement idéologique et de discipline militaire extrême. Elle devait considérer le Führer comme un guide et l'ennemi comme un obstacle. Elle n'était pas entraînée à résister, on lui enseignait à attaquer. Le système des grades et des récompenses renforçait la compétition interne. Ceux qui excellaient étaient promus. Ceux qui obéissaient sans poser de questions étaient promus. L'honneur ne résidait pas dans la survie, mais dans l'exécution des ordres, quel qu'en soit le prix. Ce principe s'appliquait du rang aux officiers. Sur le plan logistique, l'effort allemand fut également remarquable. Les voies de ravitaillement étaient organisées avec précision. Le carburant, les munitions, la nourriture et les renforts étaient acheminés rapidement, même en terrain difficile. Trains, camions et même chevaux étaient utilisés selon le type de mission. Rien n'était laissé au hasard. Même les uniformes, les insignes et le langage visuel étaient conçus pour inspirer le respect. Casques, capotes et bottes étaient les symboles de la nouvelle puissance militaire allemande.
Tout contribuait à l'image d'une force disciplinée, moderne et féroce. Blitzkrieg, la stratégie qui a écrasé l'Europe en quelques semaines. L'Allemagne a déclenché la guerre non pas par une avancée traditionnelle ni par un siège lent. C'était un coup brutal, inattendu et calculé. Cette tactique avait un nom, Blitzkrieg. Cela signifiait une guerre éclair, et ce n'était pas qu'un concept. C'était une méthode d'attaque conçue pour détruire l'ennemi avant qu'il ne puisse réagir. Tout a commencé par l'observation aérienne. La Luftwaffe identifiait les points faibles de l'adversaire. Elle ne cherchait pas des fortifications, mais des routes, des radios, des lignes ferroviaires, des voies de ravitaillement. L'objectif était de perturber les mouvements avant même que la défense ne commence. Puis vint l'attaque aérienne. Les bombardements ciblaient les centres de communication, les entrepôts, les centrales électriques ou les casernes. Il ne s'agissait pas d'un bombardement massif et aléatoire. Chaque bombe devait avoir un but. Le chaos était déclenché du ciel et tout ce qui se trouvait en dessous devait être perturbé. Pendant ce temps, les divisions Panzer étaient positionnées, prêtes à entrer en action. Elles étaient peu nombreuses, mais rapides. Ils pénétrèrent par des brèches dans les lignes ennemies, pénétrant dans des zones où une attaque puissante était improbable. Ils ne s'arrêtèrent pas pour combattre dans chaque village. Leur mission était de poursuivre leur progression jusqu'à atteindre les profondeurs des structures ennemies. Parallèlement, des troupes motorisées suivaient les chars. Elles transportaient de l'artillerie légère, des mitrailleuses et des soldats prêts à sécuriser les zones nouvellement traversées. Au passage d'un char, un escadron arrivait derrière lui, prenant le contrôle du terrain, fermant les issues et préparant les défenses en vue d'une éventuelle contre-attaque. Les unités d'infanterie, plus lentes, se chargèrent du reste. Leur objectif n'était pas d'avancer rapidement, mais de sécuriser leur conquête. Ils ratissèrent les zones, contrôlèrent les bâtiments, arrêtaient les résistants. Aucune zone ne devait tomber aux mains de l'ennemi. Cette avancée par couches était coordonnée par radio. Les commandants savaient ce qui se passait en temps réel. Si une avancée s'arrêtait, une autre l'encerclait. Si une unité perdait le contact, une autre était envoyée combler la brèche. Tout était synchronisé. Il n'y avait aucune pause, aucun répit. L'ennemi ne comprenait généralement pas ce qui se passait. Lorsqu'il voyait apparaître les avions, il était trop tard. Lorsqu'il entendait les chars, les téléphones étaient coupés. Lorsqu'il tentait d'organiser une défense, ses ordres étaient coupés. Lorsqu'il cherchait des renforts, les routes étaient bloquées. Les soldats allemands ne cherchèrent pas à établir une ligne de front stable. Ils ne construisaient pas de tranchées. Ils n'attendaient pas l'ennemi. Leur objectif était de briser, diviser et s'emparer du territoire. Chaque heure comptait. Chaque jour devait représenter des kilomètres gagnés. Le temps était plus précieux que les pertes. Les civils faisaient également partie de l'objectif. Non pas par des attaques directes, mais par la déstabilisation. L'effondrement de l'ordre local, la confusion, la fuite massive, la peur collective, tout cela contribua à plonger les armées ennemies dans un environnement chaotique, difficile à défendre. La conception de la Blitzkrieg imposait à chaque camp d'accomplir sa mission avec précision. Si les avions ne faiblissaient pas, les chars ne pouvaient pas avancer. Si les chars restèrent bloqués, les troupes étaient exposées. Si les commandants ne réagissèrent pas rapidement, l'élan était perdu. Chaque acteur devait donc agir avec une célérité maximale. Cette méthode fut mise à l'épreuve en septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne. Les villes furent bombardées au fur et à mesure de l'avancée des divisions. Varsovie tomba après des semaines de pression ininterrompue. La rapidité de l'action ne laissa pas le temps au pays de s'organiser. Et alors que l'Europe pensait qu'il s'agissait d'un cas isolé, l'Allemagne récidiva. Elle répéta l'opération au Danemark, puis en Norvège. Mais le coup le plus dur survint en mai 1940. La cible était la France. Le plan d'attaque français n'était pas une copie conforme de ce qui avait été fait pendant la Première Guerre mondiale. Cette fois, il ne s'agissait pas de combattre dans les mêmes tranchées, ni d'avancer lentement. La nouvelle attaque visait le cœur et non la périphérie. L'Allemagne ne chercha pas à pénétrer là où on l'attendait. Elle contourna la ligne Maginot, le système défensif que les Français avaient renforcé pendant des années. Au lieu de cela, les chars se dirigèrent vers les Ardennes, une zone boisée et montagneuse où l'on pensait qu'une armée blindée ne pourrait pas passer. Mais cela a réussi, et avec force.
Les unités de Panzer percèrent la ligne sur ce flanc, avancèrent rapidement, coupèrent les communications entre des centaines de milliers de soldats alliés. Pendant ce temps, la Luftwaffe bombardait ponts, routes et nœuds ferroviaires. L'idée était simple, isoler, fragmenter et s'effondrer. Chaque zone devait être laissée à elle-même, sans aucune possibilité de secours. Le chaos était total. Les ordres n'arrivaient jamais. Les commandants locaux agissaient indépendamment. Personne ne savait quel était le front principal. En quelques jours, les troupes allemandes approchaient de la Manche. Des milliers de soldats britanniques et français étaient bloqués à Dunkerque. Seule une évacuation désespérée par mer parvint à les sauver. Mais les pertes furent lourdes. La France, qui avait résisté 4 ans lors de la guerre précédente, s'effondrait en quelques semaines. La Blitzkrieg ne frappa pas seulement fort. Elle frappa avec précision et surtout avec rapidité. Chaque division savait ce qu'elle avait à faire. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Si un obstacle survenait, il ne s'agissait pas de s'arrêter, mais de le contourner, de l'éviter et d'avancer. Les décisions se prenaient en mouvement. Les commandants allemands n'attendèrent pas de confirmation. Ils avaient toute liberté d'action. La coordination venait de la base, ce qui raccourcissait les délais. Alors qu'un général ennemi demandait des instructions, un colonel allemand avait déjà traversé une rivière et coupé une voie ferrée. Le résultat fut une chute éclair. Paris fut prise sans combat majeur. Le gouvernement français bougea, puis capitula. Hitler ne se contenta pas de gagner une guerre, il gagne une image. Le monde le voyait comme un leader invincible, et, plus dangereux encore, il y croyait aussi. Le succès de cette tactique renforça l'idée, parmi les dirigeants nazis, que n'importe quel pays pouvait être rapidement soumis. Dès lors, de nouvelles offensives furent planifiées selon la même logique. La Blitzkrieg devint une marque de fabrique de la puissance allemande. Mais ce n'était pas seulement une question technique. L'impact psychologique fut énorme. Les ennemis ne perdirent pas seulement des positions, ils perdirent leur calme. La consternation, la surprise et la peur d'être encerclés, tout cela joua en faveur de l'Allemagne. Le moral de l'ennemi s'effondra avant même le combat. Des capitales tombèrent. Les drapeaux changèrent. Et le monde en prit note. Si la France pouvait être vaincue en quelques semaines, qui pourrait résister? Les pays neutres comme l'Espagne et la Suède commencèrent à se méfier. Les gouvernements qui avaient jusque-là défié Hitler le traitaient désormais avec respect ou crainte. L'effet domino ne se limita pas au champ de bataille, il s'étendit à la politique, à la diplomatie et à la presse. Hitler avait démontré que sa façon de faire la guerre était sans égale et personne n'était prêt à l'affronter. La Blitzkrieg ne définissait pas seulement la manière dont l'Allemagne conquit l'Europe occidentale, elle redéfinit le concept de guerre au XXe siècle. C'était l'art de gagner sans laisser à l'adversaire le temps de réagir. Avec la France à genoux et la Manche pour seule frontière, l'Allemagne semblait avoir une voie toute tracée pour continuer. Mais la suite ne serait plus aussi simple. L'Europe à genoux, l'effondrement psychologique à l'ombre du Führer. La capitulation de la France à l'été 1940 ébranla les fondements de l'Europe. L'effondrement rapide de ce qui était autrefois considéré comme la plus grande armée du continent poussa de nombreuses nations à s'interroger sur l'intérêt de continuer à résister. En moins de 6 semaines, un pays fort de plusieurs décennies de tradition militaire, ayant affronté l'Allemagne pendant la Grande Guerre, fut soumis sans pouvoir organiser de riposte significative. Ce ne fut pas seulement une défaite militaire. Ce fut un coup dur pour le moral collectif de tout un continent. Les gouvernements de plusieurs pays encore neutres commencèrent à revoir leurs calculs. En Suède, les dirigeants politiques constatèrent la rapidité de l'avancée allemande et choisirent de maintenir une ligne de non-confrontation plus stricte. L'Espagne, dirigée par Franco, prit acte de la puissance du Troisième Reich et comprit qu'il valait mieux ne pas provoquer Berlin. En Roumanie et en Hongrie, les dirigeants nationaux commencèrent à envisager d'éventuelles alliances avec l'Axe, convaincus qu'Hitler dominerait l'Europe quoi qu'il arrive. Le cas de l'Italie fut déterminant. Benito Mussolini, qui avait déjà consolidé son pouvoir de dictateur fasciste, décida de rejoindre officiellement Hitler après avoir été témoin de son éclatant succès contre la France. La signature du pacte d'acier entre les deux régimes avait déjà scellé un engagement militaire, mais la victoire allemande le concrétisa. L'axe Rome-Berlin n'était pas seulement une déclaration idéologique,
Il devint une alliance active, montrant au monde qu'Hitler n'était pas seul. Mussolini, désireux de ne pas être exclu du nouvel ordre naissant, rejoignit rapidement l'offensive. Cette union envoyait un message à l'Europe. Le Troisième Reich ne se contentait pas de conquérir le pays seul, mais avait des alliés déterminés à le soutenir dans ses plans expansionnistes. Ce n'était pas seulement la puissance de ses armes qui était impressionnante. Ce qui s'imposait, c'était un sentiment d'inéluctabilité. L'image d'Hitler, chef militaire invincible, se répandit rapidement. Il n'était plus perçu uniquement comme un homme politique fort, mais comme quelqu'un dont chaque action aboutissait à des résultats apparemment impossibles. Les journaux de toute l'Europe rapportèrent avec stupeur la prise de Paris, la capitulation française et le défilé des troupes allemandes sur les Champs-Élysées. La photographie du Führer devant la tour Eiffel devint le symbole de sa victoire totale. Cette photographie fit le tour du monde. Les pays européens ne furent pas les seuls à la remarquer. En Amérique latine, en Asie et même aux États-Unis, le message était clair. L'Allemagne était en train de gagner. Et elle le faisait d'une manière que personne n'avait anticipée. Ce qui, pendant des années, avait semblé une menace, semblait désormais une réalité établie. La peur de la défaite était plus forte que la volonté de résister. Les voix qui appelaient auparavant à la résistance parlaient désormais de prudence. De nombreux dirigeants furent convaincus que s'opposer à Hitler serait suicidaire. Certains commencèrent à parler de paix séparée. D'autres cherchèrent à établir des relations diplomatiques avec le régime nazi. Une idée résonna dans les coulisses de nombreuses capitales européennes. Si la France n'a pas pu le faire, que pouvons-nous faire? La rapidité de l'offensive, la précision des attaques et la coordination des armées allemandes alimentèrent ce sentiment d'impuissance. Les démocraties occidentales encore épargnées sombraient dans la crise. Le Royaume-Uni se préparait à une possible invasion. La presse britannique débattait de la pertinence de tenter un accord avec Berlin ou de continuer à résister seul. Certains parlementaires estimaient que la poursuite de la guerre était une cause perdue. Les déclarations publiques étaient fermes, mais en privé. De nombreux hauts gradés étaient convaincus que l'avenir était sombre. Les services de renseignement de plusieurs pays indiquaient que l'avancée allemande ne montrait aucun signe de ralentissement. Il ne s'agissait pas d'une simple victoire de plus, c'était une série de succès militaires, politiques et psychologiques. Le Führer ne se contentait pas de conquérir du territoire. Il brisait la volonté de combattre. Un mélange de peur, d'admiration et de résignation flottait dans l'air. Certains pensaient qu'il était peut-être temps de s'adapter à la nouvelle réalité, qu'il était peut-être temps de capituler avant que la situation n'empire. Hitler le savait. Il exploitait cette image d'invulnérabilité dans ses discours. Chaque mot prononcé en public était soigneusement préparé pour renforcer l'idée que le Troisième Reich était invincible. La propagande allemande exploitait chaque victoire au maximum. Les stations de radio diffusent en permanence les exploits de l'armée allemande. Les images de colonnes de chars en progression, de villes en chute libre et de soldats ennemis capitulant étaient diffusées à maintes reprises. Le moral des populations civiles commençait à se dégrader. En Belgique et aux Pays-Bas, ceux qui avaient jusque-là raillé Hitler se taisaient. En Suisse, l'inquiétude grandissait. Les ambassades de plusieurs pays recevaient des messages de leur gouvernement demandant une évaluation de l'état d'esprit de la population. Et le constat était toujours le même: peur, doute, silence. L'Allemagne, sans avoir besoin d'être présente sur tous les territoires, était présente dans tous les esprits. C'était l'ennemi qui approchait sans retenue, l'adversaire qui ne faillit jamais. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque nouveau pays soumis, renforçait ce sentiment. Même parmi ceux qui résistaient encore, la certitude grandissait qu'il s'agissait d'un combat contre quelque chose d'invincible. Dans de nombreux coins du continent, les journaux cessèrent de parler de victoire et commencèrent à publier des articles sur l'adaptation, la neutralité ou les possibles pactes. Il ne s'agissait plus de gagner la guerre, mais d'éviter la destruction. Les réunions diplomatiques portaient sur la survie à l'avancée allemande et non sur la manière de l'arrêter. Personne ne semblait avoir de stratégie claire. Tout tournait autour de la peur. Cette peur était exactement ce que recherchait Hitler. C'était un outil aussi efficace que les chars et les avions. La terreur psychologique paralysait les gouvernements, divisait l'opinion publique et laissait les gens impuissants face à la situation. L'objectif n'était pas seulement de détruire l'ennemi,
mais que l'ennemi se détruise lui-même, de l'intérieur, avant même le premier coup de feu. Dans bien des cas, c'est ce qui s'est produit. Les discours du Führer après la chute de la France avaient un ton calculé. Il ne criait pas, il n'insultait pas. Il parlait simplement avec une certitude absolue, comme s'il savait déjà que personne ne pourrait l'arrêter. Cette posture renforçait l'image d'un leader invincible. Un leader qui n'avait pas besoin de se justifier, car chacune de ses actions se traduisait par un succès immédiat. L'effet sur le reste du monde fut dévastateur. Dans les ambassades, les diplomates envoyaient des rapports inquiétants. Ils affirmaient que même les dirigeants ennemis commençaient à faire preuve de résignation. Il n'y avait aucune initiative visible. On discutait davantage des moyens d'éviter la disgrâce que de la résistance au régime nazi. L'impact psychologique des victoires allemandes fut si fort qu'il altéra la volonté de combattre de pays entiers sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Même aux États-Unis, qui n'étaient pas encore entrés en conflit, le sujet était sur toutes les lèvres. Certains secteurs de la société commencèrent à penser qu'intervenir était inutile. D'autres, plus inquiets, avertirent que laisser Hitler avancer sans opposition serait une erreur irréversible. Mais tous s'accordèrent sur un point. Ce qui se passait en Europe était sans précédent. Un mélange de rapidité, de précision, de propagande et de peur que personne ne savait comment affronter. La combinaison de la propagande interne, de la victoire externe et de la terreur psychologique formait un cercle vicieux. Hitler n'avait pas besoin d'être présent dans chaque pays pour le maîtriser. Il suffisait que les gouvernements pensent qu'ils ne pouvaient pas gagner. Il suffisait que la population sente la défaite inévitable. Dans ce contexte, les décisions étaient prises par peur et non par stratégie. Les signes de l'effondrement étaient clairs. De nombreux gouvernements commencèrent à persécuter leurs opposants internes qui parlèrent de résistance, non pas par sympathie pour l'Allemagne, mais par crainte que toute action irritant Berlin ne les mette sur la liste des pays à envahir. Dans d'autres cas, les citoyens eux-mêmes commencèrent à exiger des accords avec les nazis, convaincus que c'était la seule solution pour les sauver. Face à tout cela, Hitler ne fit qu'avancer. Pologne, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, France. Chaque nouveau pays ajouté à la liste était une preuve supplémentaire que le régime nazi était invincible. Chaque frontière franchie était un signal pour ceux qui restaient. Leur tour viendrait bientôt. Et s'ils ne s'adaptaient pas à temps, le prix à payer serait encore plus lourd. Le mythe du génie militaire, du chef infaillible, du commandant qui avait toujours raison, devint incontesté. La propagande n'avait plus besoin de le répéter. Les faits le confirmèrent. Des capitales tombèrent. Des troupes capitulèrent. Des traités furent signés sous la pression. La figure d'Hitler s'est imposée comme un symbole de puissance absolue. Il n'était plus seulement craint, on le considérait comme inévitable. Cette perception s'est tellement enracinée que, même parmi ceux qui le haïssaient, un sentiment d'impuissance a commencé à émerger. On disait que l'affronter était comme se heurter à un mur, qu'il était impossible de le raisonner, de le vaincre ou de l'éviter. Il n'y avait qu'une seule option, tenter de ne pas être sa prochaine cible. Telle était la psychologie de l'Europe en 1940. La victoire d'Hitler en France ne fut pas seulement un succès militaire. Ce fut un séisme émotionnel qui ébranla la confiance de nations entières. Un choc qui poussa beaucoup à jeter les armes avant le combat. Le Führer comprit la valeur de ce triomphe psychologique et l'utilisa comme arme principale dans les mois qui suivirent. Car conquérir avec des chars était important, mais soumettre par la peur était encore plus efficace. Exploiter pour conquérir ressources, industrie et esclavage au service du Reich. Lorsque l'armée allemande occupa l'Europe occidentale, il ne s'agissait pas seulement d'avancer par les armes. Il s'agissait aussi d'une conquête économique. Dans chaque ville conquise, usines, routes, mines, ports, et des millions de personnes étaient désormais contraints de travailler pour le régime. L'occupation ne servait pas seulement à démontrer sa puissance militaire, mais aussi à alimenter toute la machinerie du Reich. En France, l'Allemagne s'empara d'une vaste partie du pays. Non seulement le contrôle militaire, mais aussi un accès direct à son industrie lourde, ses trains, ses chantiers navals et ses ressources naturelles. Les Allemands s'emparèrent de moteurs, d'équipements, d'acier, de charbon et de techniciens. Tout devint utile à leur économie de guerre. Chaque usine française encore en activité le fit désormais pour Hitler. Les Pays-Bas déclinèrent également rapidement.
Leur industrie chimique, leur réseau de distribution, leurs ports modernes et leur production agricole furent mis au service du Troisième Reich. Les entreprises, qui exportaient auparavant vers l'Angleterre, furent désormais contraintes de travailler pour Berlin. Il en fut de même en Belgique, qui disposait d'infrastructures de pointe et de mines de charbon. Rien ne fut gaspillé. En Norvège, l'objectif était différent. Là, ils cherchaient à contrôler la mer, à exploiter ses voies maritimes et à accéder à des ressources essentielles comme le minerai de fer. Avec l'aide des forces collaborationnistes locales, les nazis s'emparèrent d'importants ports comme Narvik, essentiels au ravitaillement en provenance de Suède. Cette position stratégique leur conférait des avantages navals et un accès aux métaux dont ils avaient un besoin urgent. Le Danemark fut occupé presque sans coup férir. Son importance tenait à sa situation géographique. Il constituait un pont naturel vers la Norvège et la Suède. Il disposait également de ressources agricoles utiles pour nourrir l'armée. De plus, son contrôle servait à sécuriser les routes maritimes du Nord où l'Allemagne avait des intérêts économiques clés. La conquête de ces pays n'était pas seulement une action militaire, c'était un plan organisé de pillage incessant. Des équipes entières de fonctionnaires suivaient l'armée, vérifiant quelles usines pouvaient continuer à fonctionner, quels trains pouvaient être utilisés, quels employés locaux pouvaient être exploités. Chaque recoin occupé était exploité au maximum. Le recours au travail forcé se généralisa. Des millions d'hommes et de femmes furent arrachés à leur pays et envoyés en Allemagne ou mis au travail dans leur propre ville pour le régime. Il ne s'agissait pas de simples prisonniers de guerre. C'étaient des paysans, des ouvriers, des techniciens, des femmes et même des adolescents. Tous étaient contraints de produire sans relâche pour maintenir l'effort de guerre allemand. Les conditions étaient brutales, des journées interminables, pas de salaire, peu de nourriture et des menaces constantes. Souvent, ceux qui refusaient de travailler étaient déportés ou exécutés. Dans d'autres cas, des punitions collectives étaient utilisées pour forcer des communautés entières à collaborer. Il n'y avait pas le choix. L'industrie du Reich avait besoin de main-d'œuvre et elle en trouvait partout où elle le pouvait. En France, les camps de travail se développaient rapidement. Des milliers de travailleurs étaient envoyés chaque semaine dans des usines sous contrôle allemand. Les autorités locales collaboraient pour maintenir l'ordre et respecter les quotas. En Belgique et aux Pays-Bas, des systèmes similaires furent mis en place. L'objectif était le même, maintenir la productivité, tout faire fonctionner. L'Allemagne utilisa les gouvernements occupés pour légaliser le vol. Ils signèrent des décrets, procédèrent à des recensements et organisèrent le transport des travailleurs. Si beaucoup le faisaient par peur, d'autres par intérêt personnel. Dans plus d'un cas, des entreprises locales gagnèrent de l'argent grâce à leur collaboration. L'économie nazie était tirée non seulement par Berlin, mais aussi par Paris, Bruxelles et Amsterdam. Le travail forcé en Europe occidentale n'était pas un phénomène isolé. C'était une politique générale, conçue d'en haut, organisée avec précision. Les trains transportaient du matériel jusqu'au front, mais revenaient aussi chargés de personnes. La France à elle seule acheminait des centaines de milliers de travailleurs. Chaque semaine, des convois partaient pour des usines au cœur de l'Allemagne. Nombre d'entre eux ne revenaient jamais. À Berlin, les responsables de l'effort de guerre tenaient des registres détaillés. Ils savaient de combien de travailleurs ils avaient besoin chaque mois, dans quelle région ils manquaient et combien pouvaient être recrutés dans tel ou tel pays. Le travail était mesuré comme s'il s'agissait de machines. On ne parlait pas de personnes, mais de chiffres, de quotas et d'efficacité. Les usines allemandes ne s'arrêtaient jamais. Des grandes usines d'armement aux petits ateliers, tout dépendait de cette main-d'œuvre saisie de force. Certains étaient logés dans des baraquements à côté de leur lieu de travail. D'autres vivaient sous surveillance dans des zones fermées. Ils n'avaient aucune liberté, mais avaient une obligation quotidienne, produire pour le Reich. Même dans les territoires occupés, les entreprises privées en bénéficiaient. Les grandes marques allemandes utilisaient ouvertement des travailleurs esclaves. Certaines usines fonctionnèrent mieux pendant l'occupation qu'avant la guerre. Les coûts étaient plus faibles, le contrôle renforcé et les plaintes moins nombreuses. L'État nazi prenait en charge tout le nécessaire pour que la production ne baisse jamais. À mesure que la guerre progressait, les besoins augmentaient. Les soldats au front exigeaient davantage d'armes, d'uniformes et de nourriture. La Luftwaffe exigeait des avions, des moteurs et des pièces détachées.
L'armée avait besoin de munitions, de chars et de véhicules. Et chacun de ces produits était le fruit du travail de millions de personnes, exploitées sans relâche. Le modèle d'occupation allemand reposait sur l'exploitation maximale de chaque pays. Si une usine ne produisait pas suffisamment, elle était fermée. Si une zone causait des problèmes, elle était sanctionnée. Si un train était retardé, les coupables étaient recherchés. Le contrôle était absolu. L'économie faisait partie intégrante de la guerre. Il n'y avait aucune séparation entre le front et l'arrière. Le système de pillage incluait également le vol pur et simple. Des équipes spéciales pénétraient dans les musées, les banques, les entreprises et les domiciles privés. Elles emportaient œuvres d'art, meubles, machines et technologies. Tout ce qui pouvait être utilisé ou vendu était transporté en Allemagne. Certaines pièces finissaient dans les bureaux officiels, d'autres au domicile de hauts fonctionnaires. Le pillage faisait partie intégrante de la politique officielle. Dans les zones rurales, les récoltes étaient réquisitionnées. Dans les villes, les entrepôts étaient vidés. Dans les ports, les navires étaient utilisés par le Reich. Les contrats, les lois locales et les conventions internationales étaient bafoués. L'occupation était totale, non seulement militaire mais aussi économique. Chaque mètre carré de terre saisi était censé servir l'effort de guerre allemand. La collaboration avec les gouvernements locaux rendait le pillage plus efficace. En France, le régime de Vichy facilitait la reddition des travailleurs et des ressources. Aux Pays-Bas et en Belgique, de nombreuses autorités maintenaient l'ordre avec l'aide des citoyens eux-mêmes. La propagande parlait d'ordre, mais derrière lui se cachaient la peur, les menaces et les sanctions. L'Allemagne ne se contentait pas de gouverner par la force. Elle dominait en contrôlant la production, les transports et l'énergie. Chaque pays conquis devenait un rouage de sa machine de guerre. La volonté du peuple importait peu. Ce qui comptait, c'était ce qu'il pouvait produire. Le Troisième Reich transforma l'Europe occidentale en sa force de travail. Déception et espoir, l'erreur de sous-estimer les intentions d'Hitler. Après la chute de la France à l'été 1940, beaucoup pensaient que le conflit était peut-être terminé. On croyait qu'Hitler avait déjà atteint son objectif, vaincre la plus grande armée terrestre d'Europe occidentale. Les capitales du continent étaient plongées dans le doute. On ignorait si la paix allait arriver ou si une nouvelle guerre, encore plus vaste, allait éclater. Certains pensaient que le Troisième Reich chercherait à négocier. Les signes étaient confus. Hitler ne fit aucun pas immédiat vers l'Est. Il resta apparemment immobile. De Londres à Washington, on interprétait que le Führer allait s'asseoir à la table des négociations. Nombre de dirigeants alliés y voyaient l'occasion d'arrêter la guerre avant qu'elle ne devienne mondiale. Mais cette attente reposait sur une illusion. En réalité, Hitler avait déjà pris sa décision. Il voulait aller plus loin. Son objectif n'était pas seulement de contrôler l'Europe occidentale, mais aussi de détruire l'Union soviétique. Depuis des mois, ses conseillers préparaient des plans pour lancer une campagne militaire vers l'Est. Les services de renseignement alliés ne parvinrent pas à détecter clairement ces mouvements. Ils croyaient que le leader nazi respecterait le pacte qu'il avait signé avec Staline. Ce traité, signé en août 1939, comportait une clause secrète sur le partage des territoires. L'Union soviétique et l'Allemagne s'étaient déjà partagé la Pologne. En théorie, un équilibre temporaire existait, mais pour Hitler, cet accord n'était qu'une étape tactique. Il le signa parce qu'il avait besoin de temps. À aucun moment, il n'entendit le respecter définitivement. Pendant que les diplomates occidentaux discutaient d'éventuelles négociations, les ordres opérationnels étaient élaborés à Berlin. Les généraux recevaient des instructions pour organiser une offensive de grande envergure. Les itinéraires d'invasion, les délais d'avancée et les ressources logistiques étaient discutés. La machine était en marche, même si elle n'était pas clairement visible de l'extérieur. L'erreur des Alliés fut d'interpréter l'accalmie comme un signe de trêve. Ils pensaient qu'Hitler acquiescerait. Ils sous-estimèrent sa véritable ambition. Le commandement britannique, par exemple, s'attendait à une longue pause. Churchill pensait que la menace immédiate résidait dans une invasion des îles. Mais le Führer avait déjà les yeux ailleurs. Son attention était portée sur Moscou. Les États-Unis observaient également la situation avec prudence. Roosevelt surveillait la situation, mais l'opinion publique américaine refusait d'entrer en guerre. La politique officielle était celle d'un soutien limité.
Malgré les rapports faisant état de brutalités allemandes dans les pays occupés, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'Hitler cherchait seulement à rétablir l'hégémonie allemande perdue après la Première Guerre mondiale. Ils n'envisagèrent pas de campagne idéologique d'extermination vers l'Est. Dans ce contexte, la propagande nazie joua un rôle essentiel. Au lieu d'annoncer de nouveaux plans, Berlin parla de stabilité. L'image d'un Troisième Reich apportant ordre et sécurité fut diffusée. Les déclarations provocatrices furent évitées. Le ministère de la propagande réduisit les discours incendiaires. Tout semblait se calmer, alors même que la tempête grondait. Le haut commandement nazi savait que l'élément de surprise était essentiel. Chaque jour d'attente renforçait le faux sentiment de calme chez ses adversaires. Pendant ce temps, les trains militaires se dirigeaient silencieusement vers la frontière orientale. Les divisions recevaient des instructions précises. Le terrain, les rivières, les voies ferrées étaient étudiées. L'invasion n'était pas une option hypothétique, sa date était déjà approximative. À cette époque, la diplomatie battait son plein. D'éventuels traités furent discutés lors de réunions internationales. Certains gouvernements neutres servaient d'intermédiaires, le Vatican offrit sa médiation. Mais le Troisième Reich ne s'intéressait pas au pacte durable. Il n'utilisait le dialogue que comme couverture. Il gagnait du temps, détournait l'attention et renforçait secrètement sa puissance militaire. Les puissances occidentales, encore sous le coup du coup d'État en France, ne pouvaient imaginer un nouveau front. À Paris, le gouvernement collaborationniste ne s'attendait pas non plus à une nouvelle guerre à l'Est. Les diplomates français, depuis leurs postes à Berlin, envoyaient des rapports mitigés. Ils ne percevèrent pas le véritable mouvement. Ils pensaient que l'Allemagne consolidait sa domination et que la priorité était de préserver les acquis. Mais les plans d'Hitler allèrent bien plus loin. Dans ses cercles privés, le Führer parlait de la destruction du bolchevisme comme d'une mission inévitable. La guerre contre l'Union soviétique n'était pas seulement stratégique, elle était idéologique. L'ennemi n'était pas seulement militaire, il était racial et politique. L'objectif était d'éliminer des millions de personnes, de détruire des villes, d'occuper des territoires et d'instaurer un nouvel ordre. Pendant ce temps, les Alliés commettaient une autre erreur, surestimer la valeur de leurs moyens de dissuasion. Ils pensaient que la menace d'un conflit mondial ralentirait Hitler. Ils pensaient que le souvenir de la Première Guerre mondiale, encore vif en Europe, mettrait fin à toute folie. Mais le régime nazi ne suivait pas cette logique. Il ne cherchait pas à éviter une guerre mondiale, mais à la provoquer à ses propres conditions. À Berlin, l'état-major travaillait sans relâche. Les détails techniques étaient peaufinés, les réserves de carburant et de munitions mobilisées. Les distances étaient calculées, les calendriers ajustés. L'opération Barbarossa, bien qu'elle ne porte pas encore ce nom, était déjà vivante dans les projets, les réunions et les cartes secrètes. Tout ce déploiement passa inaperçu aux yeux de nombreux gouvernements. Ils s'accrochaient à un espoir sans fondement. Ils pensaient qu'il était encore temps, que le dictateur pouvait être raisonnable, qu'il ne franchirait pas certaines limites. Mais la limite était déjà fixée et était sur le point d'être franchie. Alors que rien ne semblait indiquer une expansion au-delà de l'Europe, Berlin prit une mesure inattendue qui modifia encore davantage l'équilibre mondial. En septembre 1940, le Troisième Reich signa le pacte tripartite avec l'Italie et le Japon. Cet accord officialisait non seulement la coopération militaire entre les trois puissances, mais projetait également l'image d'un axe capable de défier les démocraties occidentales sur tous les fronts possibles, Europe, Asie et Pacifique. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agissait plus d'une guerre continentale, mais du prélude à un conflit mondial. L'inclusion du Japon dans cette alliance fit sonner l'alarme à Washington. Le message était clair. Si les États-Unis intervenaient en Europe, ils risquaient d'ouvrir un front simultané en Asie. Hitler avait trouvé en Tokyo un partenaire stratégique qui, bien que poursuivant des objectifs différents, partageait un rejet de l'ordre international établi. Cette coordination renforça l'impression que l'Allemagne construisait un réseau mondial de puissance difficile à contenir. Aux yeux des dirigeants alliés, la signature du pacte renforçait l'idée qu'Hitler n'avait aucune intention de trêve ni de négociation. Alors que certains croyaient encore à la possibilité d'un accord de paix, le Führer forgeait des alliances militaires d'envergure mondiale. Cette dissonance entre les gestes diplomatiques et les actes concrets fut l'une des causes de l'erreur de calcul.
car tandis que les Alliés parlaient de stabilité, Hitler se préparait déjà à étendre le conflit au-delà de toutes les frontières. La tromperie était totale. Tout espoir était vain. Le monde venait d'entrer dans une nouvelle phase d'horreur. La peur aérienne, les bombardements nazis et la terreur comme arme psychologique mondiale. Au début de la guerre, le ciel devint un nouveau front. La Luftwaffe, déjà reconnue comme l'une des forces aériennes les plus modernes de la planète, ne se contenta pas de soutenir l'armée au sol. Sa véritable puissance résidait dans sa capacité à instiller la peur à grande échelle. Dès les premiers survols de la Pologne, les avions allemands semèrent la terreur dans le cadre d'une stratégie planifiée. Varsovie fut l'une des premières cibles. La capitale polonaise fut frappée depuis les airs avec une intensité jamais vue auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de détruire des cibles militaires, l'attaque visait à briser la résistance civile. Hôpitaux, écoles, marchés et rues remplies de réfugiés furent bombardés sans merci. Des milliers de personnes moururent en quelques jours seulement. Le message était clair, l'ennemi n'avait nulle part où se cacher, pas même sous un toit. Rotterdam en fut un autre exemple. En mai 1940, alors que l'offensive nazie progressait vers les Pays-Bas, la ville fut frappée par une attaque brutale. Alors que les autorités néerlandaises négociaient déjà la reddition, la Luftwaffe largua ses bombes. En quelques minutes, le centre-ville fut réduit en ruines. Plus de 800 personnes périrent et des dizaines de milliers se retrouvèrent sans abri. L'objectif n'était pas militaire. Il s'agissait d'envoyer un signal au reste de l'Europe. Résister au Reich avait des conséquences immédiates et dévastatrices. La technique employée alliait précision et spectacle. Les bombardiers en piqué Stuka étaient équipés d'une sirène intégrée à leur train d'atterrissage. Lors de leur descente, le bruit aigu devint assourdissant. Ce n'était pas une panne mécanique, cela faisait partie du plan. Le bruit sema la panique avant même la chute de la première bombe. Les gens prirent la fuite, désemparés, les soldats perdirent leur coordination. Les défenses s'affaiblirent avant l'impact. Cette combinaison de bruit, de tirs et de destruction rapide transforma la Luftwaffe en un instrument de terreur. Il ne s'agissait pas seulement de remporter une victoire tactique. Il s'agissait de laisser une trace, de montrer que nul endroit n'était sûr, que l'ennemi était accessible même chez soi, dans son lit, en famille. À Londres, le message fut clairement reçu. À mesure que l'Allemagne conquérait de nouveaux territoires, l'inquiétude grandissait. Dans les gares, des masques à gaz étaient distribués. Dans les jardins publics, des abris étaient creusés. La nuit, on ordonnait d'éteindre les lumières. La peur des bombardements était réelle, et non sans raison. La Luftwaffe avait démontré sa capacité à attaquer sans avertissement ni pitié. Mais la véritable ampleur de la terreur aérienne ne faisait que commencer. Le régime nazi comprenait que les bombes pouvaient faire plus que détruire des bâtiments. Elles pouvaient briser la volonté de combattre de sociétés entières. C'était là leur véritable utilité, soumettre l'ennemi sans avoir à occuper chaque centimètre carré de terrain. La stratégie aérienne allemande ne faisait aucune distinction entre zones militaires et civiles. La frontière entre objectifs tactiques et punitions collectives s'estompait à chaque opération. Les bombardements étaient choisis pour leur capacité à créer un choc, à paralyser les gouvernements et à imposer des décisions hâtives. La peur était aussi efficace que les armes, parfois plus encore. La Luftwaffe opérait avec une précision mécanique. Les bombardiers lançaient leurs attaques par vagues chronométrées. D'abord, des infrastructures essentielles étaient attaquées, gares, dépôts de carburant, centrales électriques. Puis, alors que la population cherchait refuge ou fuyait, les bombes tombaient sur des rues peuplées de civils. Cette séquence n'était pas une coïncidence. Elle s'inscrivait dans une logique de saturation émotionnelle. Lorsque les gens sentaient que rien ne pouvait les sauver, la panique devint un outil de contrôle. Dans de nombreuses villes européennes, les sirènes d'alerte aérienne s'intégrèrent au paysage sonore. Les familles dormaient dans des sous-sols, les enfants portaient des casques à l'école. En quelques mois, vivre sous la menace constante du ciel changea le quotidien de millions de personnes. Sur les cartes des commandants nazis, chaque cible n'était pas seulement un point stratégique. C'était un symbole de puissance, une occasion de briser l'esprit d'une nation entière. Les bombardements sur Londres, qui suivraient plus tard, suivraient ce schéma.
Bien qu'à ce stade, la campagne tous azimuts connue sous le nom de Blitz n'ait pas encore été déclenchée, les premiers survols allemands du sol britannique révélaient déjà les intentions d'Hitler. Il ne s'agissait pas seulement de vaincre l'ennemi, il s'agissait de le faire capituler intérieurement, avant de le faire sur le papier, qu'il le fasse dans son cœur. La terreur aérienne était aussi méticuleuse que le reste de la machine nazie. Les caméras enregistraient les effets, les journaux allemands les amplifiaient. Les ruines servaient d'avertissement visuel. Si l'ennemi perçait à Varsovie et Rotterdam, pourquoi pas aussi à Paris ou Moscou? Les bombes ne se contentaient pas de parler, elles hurlaient. Chaque attaque renforçait l'image d'une Allemagne omniprésente. Gagner du terrain ne suffisait pas. Il fallait occuper le ciel, donner l'impression qu'il n'y avait aucun abri, que le pouvoir du Führer pouvait s'abattre d'en haut, au moment le plus inattendu, quelle que soit la distance. Ainsi, en 1939, la terreur devint une doctrine. La guerre n'était plus seulement une affaire d'armée. C'était une lutte de nerfs, de résilience émotionnelle. Et dans ce domaine, la Luftwaffe était devenue la force la plus redoutée de la planète. La domination absolue d'Hitler sur l'Allemagne n'était pas le fruit du hasard ni d'une seule victoire militaire. Elle était le résultat d'une machine parfaitement coordonnée combinant pouvoir d'État, contrôle idéologique, terreur, propagande et stratégie mondiale. En moins d'une décennie, le Troisième Reich s'est transformé en un système où tout tournait autour d'une seule figure. Comprendre comment cela est arrivé implique non seulement de revoir l'histoire, mais aussi d'affronter les conséquences d'avoir sous-estimé le pouvoir d'une dictature totale.